Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Solissocio, les soliloques du sociologue. Aujourd'hui, je vous emmène dans mes pensées sur un classique de Jean de La Fontaine, La cigale et la fourmi. Là, normalement, vous devez vous dire, c'est quoi le rapport entre cette fable que les enfants apprennent par cœur et la sociologie? Eh bien, donnez-moi 2 minutes que je remette mes idées en ordre et je vous raconte ça. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Voilà un classique de la littérature française qui est connu d'à peu près tout le monde francophone. C'est une affirmation gratuite, mais je pense pouvoir m'avancer sans trop me mouiller. Mais là n'est pas la question. Alors, quel sujet un sociologue pourrait dénicher de cette fable? Je pourrais bien vous parler de musique, de famine, de la notion de prêt et par extension du don, du lien social, qui sont tous des sujets auxquels se sont intéressés les sociologues. Non, aujourd'hui, je vais vous parler de la solidarité. Qu'est-ce que la solidarité? Prenez quelques instants et essayez de répondre à cette question. Selon vous, qu'est-ce que la solidarité? Remontons un peu le temps. La notion de solidarité trouve ses racines du droit romain et est associée à l'obligation in solidum, c'est-à-dire pour le tout. Cette obligation décrit deux conceptions, la solidarité active et la solidarité passive. Dans la solidarité active, face à une dette et en présence de plusieurs créanciers, le débiteur s'engage pour la totalité de la dette, donc pour le tout, envers chacun de ses créanciers. De ce fait, en payant la totalité de la dette à l'un de ses créanciers, il est entièrement libéré de la dette auprès de tous les créanciers. Dans la solidarité passive, face à une dette et en présence de plusieurs débiteurs, le créancier peut réclamer de l'un des débiteurs qu'il honore la totalité de la dette, incluant celle des autres débiteurs. En d'autres termes, chaque débiteur est solidaire des autres débiteurs vis-à-vis de la totalité de la dette, c'est-à-dire pour le tout. Imaginons ces situations pour se faire une image plus claire. D'un côté, imaginez que vous empruntiez de l'argent à 3 banques différentes pour acheter une maison. Avec la solidarité active, l'une des 3 banques pourrait vous demander le montant total de la maison, incluant donc les montants que vous devez aux 2 autres banques. Et si vous remboursez en totalité cette banque, vous êtes libéré de l'obligation envers les 2 autres banques. D'un autre côté, imaginez que vous êtes une banque qui prête différents montants individuellement à des entrepreneurs. Avec la solidarité passive, vous pourriez demander le remboursement du montant total à un seul des entrepreneurs. Celui-ci, en vous versant le montant total, libère les autres entrepreneurs dont il était solidaire. Cette conception passive de la solidarité a traversé le temps et est toujours d'application aujourd'hui en droit et en assurance. Définir la solidarité par ses origines romaines en fait donc une notion juridique, une notion de droit et, en définitive, une notion de contrat. On est obligé in solidum. On peut alors se demander
si la solidarité n'existe que par contrat, donc à l'extérieur de l'individu, ou si ce dernier est capable de solidarité par un désir interne qui lui est propre. Pour tenter de répondre à cette question, déplaçons-nous vers la philosophie. Le philosophe David Hume se demande ce qui motive l'action. Que faut-il pour nous faire agir? Est-ce le fait de croire au caractère juste de l'acte, c'est-à-dire une vérité rationnelle objective, ou plutôt le désir, la passion associée à cet acte? Pour David Hume, ce sont les désirs, les passions et les sentiments qui l'emportent, et collectivement, c'est la sympathie sociale qui guide l'action. Pour Emmanuel Kant, la croyance au caractère juste de l'acte peut et doit suffire. Pour lui, il est donc possible d'agir en fonction d'une sorte de vérité rationnelle objective qui serait intrinsèque à l'acte. En conséquence, tous les humains devraient pouvoir agir de la même façon dans une situation donnée, car l'acte à poser devrait s'imposer de lui-même. En poursuivant dans ce sens, on se rend compte que la notion de solidarité ne devrait même pas exister, puisque l'humain devrait agir convenablement par la simple conviction de poser l'acte juste. En conséquence, recourir à la notion de solidarité, que ce soit dans son sens juridique ou celui proche de la bienfaisance, implique donc une intervention externe à l'individu. Il faut donc l'existence d'une force extérieure pour motiver l'individu à se montrer solidaire. C'est le lien social. Ok, petite parenthèse. Ceux qui ont un intérêt pour la sociologie savent à l'évocation du lien social que s'il ne reste pas 2 heures d'écoute à cet épisode, c'est que je n'ai pas développé sur le sujet. Je parlerai du lien social à différents moments, mais effectivement, je ne lui dédie pas, en tout cas pas encore, un épisode spécial. Fin de la parenthèse, retournons à nos moutons, ou plutôt retournons à la solidarité. Maintenant que l'on conçoit la solidarité comme émanant d'une force extérieure, celle du lien social, qu'en disent les sociologues? Émile Durkheim distingue 2 types de solidarité. D'un côté, la solidarité mécanique caractérise les sociétés prémodernes, ou, comme on a l'habitude de les nommer, les sociétés traditionnelles, qui sont des sociétés de petite taille, à forte conscience collective, et où la dépendance est plutôt affective. Dans ce type de société, on partage les mêmes croyances, les mêmes valeurs. De l'autre, la solidarité organique caractérise les sociétés modernes, qui sont de plus grande taille, avec une division du travail et une différenciation des tâches, et où la dépendance est plutôt objective, c'est-à-dire avec une interdépendance des fonctions. La solidarité mécanique est donc héritée et se réplique. La solidarité organique, elle, se construit dans la division du travail et laisse une plus grande part de conscience individuelle. Mais dans les 2 cas, la solidarité dépend du lien social et de son intensité. Attention cependant à ne pas pousser trop loin la division du travail, car elle conduit à la désintégration, à l'anomie. En 1893, Émile Durkheim anticipait déjà les crises liées à la mondialisation de l'économie. Et ce n'est pas tout, car il a énoncé 2 autres mises en garde concernant les insatisfactions au travail et des conséquences de l'irrégularité de l'activité professionnelle. Tout ça en 1893. Imaginez, en 1893. Bon, bref, je m'égare. Émile Durkheim anticipe donc l'anomie et suggère une piste de solution. Pour éviter cette situation, il faut un système de droits et d'obligations. Décidément, la solidarité et la justice ne peuvent être dissociées. Maintenant que nous savons tout ceci, on pourrait se demander, ok, très bien, d'accord, très intéressant, mais à quoi ça sert? Eh bien, les sociologues se sont servis de telles réflexions pour analyser les politiques de redistribution, entendant par là redistribution de la richesse. Par exemple,
pour la mise en place de programmes d'assurance-emploi. Ces études ont majoritairement porté sur les États-providence, leur émergence, les crises, les déclins. Nous en reparlerons certainement. Les sociologues se sont également servis de ces réflexions pour analyser les liens entre diversité culturelle et solidarité. Par exemple, il était question de savoir si dans une société organique multiculturelle, l'intensité de la solidarité est faible ou forte. En conclusion, la fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. À en croire certains philosophes et les sociologues, Durkheim en l'occurrence aujourd'hui, c'est là le moindre défaut de tout humain. Pour être solidaire, il faut un système de droits et d'obligations. Dans une société prémoderne, la cigale aurait bénéficié d'une solidarité mécanique héritée. Dans une société moderne, elle aurait bénéficié d'une solidarité organique basée sur la division du travail social. Car si elle a chanté tout l'été, c'était peut-être là son rôle social. En remplissant ce rôle social, il aurait été juste que la fourmi soit tenue solidaire, car son action a été bénéfique pour l'ensemble de la société. Décidément, la solidarité et la justice sont indissociables. Mais voilà, la cigale n'est pas dupe. Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt principal. Elle est bien consciente de la société dans laquelle elle vit. Or, je me suis gardé de vous le dire plus tôt. S'il y a bien une discipline des sciences sociales dans laquelle la notion de solidarité n'existe pas, c'est en sciences économiques. L'homo economicus est rationnel, égoïste et cherche à maximiser son profit. Jean de La Fontaine n'a pas indiqué de morale explicite à cette fable. Peut-être se voulait-il observateur de sa société plutôt qu'être moralisateur? Revenez me surprendre, à me parler à moi-même dans un prochain épisode et n'hésitez pas à vous prendre au jeu, car il se peut que votre soliloquie rejoigne la mienne.